Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire organisé par Egencia Pro Academy, sur la thématique de la frustration au travail, problème ou opportunité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Isabelle Barthes à mes côtés en tant qu'animatrice de ce webinaire. Je me rends compte, Isabelle, qu'on a oublié ton T à ton nom, donc je suis vraiment désolée. C'est B-A-R-T-H. Ouais. Isabelle, donc, qui est professeure agrégée à l'université de Strasbourg, mais elle enseigne également dans d'autres établissements. Et chez nous, par exemple, les Gencia Pro Academy, on a le plaisir de régulièrement la faire intervenir, surtout sur des formats de masterclass, puisque avec son approche, elle permet aux managers de se poser des bonnes questions, de faire un pas de côté, de s'interroger sur leurs pratiques et ça crée une vraie dynamique sur les publics de managers. Alors là, je me retrouve toute seule. Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Peut-être le temps que tout le monde se reconnecte, vous dire également que chez Egencia Pro Academy, donc nous intervenons sur des parcours en management. C'est dans ce cadre-là qu'Isabelle peut participer aux différents projets et parcours de formation. Et Isabelle, je mets à l'honneur son dernier livre parce que comme justement Isabelle est chercheure sur les problématiques de management, elle publie régulièrement et donc son dernier livre que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies qui est publié chez Duno, Devenez un vrai bon manager, 30 défis et leurs solutions. Voilà, donc je vous invite à vous procurer ce dernier ouvrage d'Isabelle. Isabelle, j'espère que nous n'aurons plus de problèmes de connexion. En tout cas, je te laisse maintenant prendre la parole et présenter ce webinaire sur la frustration au travail. Eh bien, merci Élodie de cette présentation. Merci à Ingencia de me faire confiance une fois de plus. Et j'ai bien peur que nous expérimentions un peu de frustration parce qu'en effet, il y a eu de nouveau des connexions. Donc, ne nous en veuillez pas s'il y a des petits tracas techniques et on fera au mieux pour pallier à ces problèmes. Voilà, donc et je vous félicite, vous êtes inscrit à ce webinaire, parler d'un sujet qui est un sujet peu exploré, puisque j'y travaille depuis quelques mois et je me rends compte qu'il a été peu exploré, alors en tout cas en management, et qui est pourtant, et qui est un sujet très sensible, mais qui est un sujet très important, alors au niveau personnel, comme on va le voir, comme au niveau collectif. Alors, on va parler de la frustration, mais je vais en parler en général, plutôt au travail, puisqu'on est avec Ingencia sur des problématiques managériales. Hein. Et est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce qu'on peut en faire une opportunité ? Et l'idée, alors vous avez cette image d'un footballeur très très frustré parce que il a raté son but et en effet il pensait devoir réussir et c'est une image qui peut parler à beaucoup de personnes. Et la question que je vais poser, c'est comment on peut faire de la frustration une force. Et c'est une hypothèse qui est démontrable, et plus particulièrement dans nos vies au quotidien. Donc, je vais partir d'un petit constat, très vite fait, hein, mais très facile. La frustration, c'est l'horreur. C'est l'horreur. On voit beaucoup de petites phrases comme je suis un frustré de la vie. Alors ça peut être au féminin. Hein, je suis frustré dans mon couple. Je me sens frustré. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Voilà, on voit beaucoup cette question de la frustration remonter sur les réseaux sociaux et évidemment avec des réponses sur les coachs de vie, les coachs professionnels, sans en faire bien évidemment le procès. Mais c'est quelque chose qui n'est pas vécu de façon positive, qui d'ailleurs est peu exploré, je dirais, dans l'art, dans la littérature. Les plus vieux, parce que je crois que ce n'est pas encore revenu à la mode, c'est la fameuse bande dessinée Pierre Bretéché, Les Frustrés, qui étaient des personnes qui étaient assises dans leur canapé à vivre une vie qu'ils n'expérimentaient pas. Alors, je vais vous poser la question et ceux qui sont en live vont pouvoir peut-être essayer d'y répondre. Est-ce que dans le chat, vous pouvez mettre un mot ou un autre que vous évoque ce mot frustration, frustré, de façon très spontanée. Donc, je vais vous laisser le mettre si vous le souhaitez.
et voir un petit peu ce qui peut ressortir de tout ça. Et Élodie, tu me dis si tu Ouais, vois… ouais. Hum Je recommence à recevoir les premiers mots. Et toi-même, tu nous Ah, dirais quoi? que je dirais sur le mot de la frustration. Moi, je dirais challenge. Ah, bon, alors déjà, tu es dans Mm. l'étape d'après. Voilà. Mais en général, quand on ressent la frustration, on n'est pas encore on n'est Non. pas encore dans le défi et dans le Mm. challenge. Donc, si on est bien franc, je pense que c'est d'autres sentiments ou d'autres émotions. Alors, j'ai Qu'est-ce que… travail qui apparaît, Ouais, j'ai manque de temps, pas assez de ouais, temps. Donc, ouais. la notion de temps, en effet, ressort. Mhm. Euh, et je pense que tu l'évoqueras, mais il y a aussi peut-être un problème autour de l'éducation à la Oui, frustration. je vais en parler, bien sûr. Voilà. Alors, en effet, le manque de temps, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les études. Et c'est vrai qu'on dit que les gens ne veulent pas travailler. En Mm. fait, les gens veulent travailler, mais ils veulent bien travailler. Et le manque de temps fait partie de ce qu'on appelle le travail empêché dans Mm. toutes les études. Je ne viendrai pas spécialement là-dessus, mais c'est bien d'en parler. Ouais. Alors, comme j'ai déjà… Pardon, je te coupe, mais j'ai eu aussi empêchement, puisque tu en parles, et Empêchement, oui, gâchis. Voilà. gâchis, voilà, tout à Ouais. fait. Alors, la gâchis, justement, comment on peut Ouais. faire quelque chose. Donc voilà, alors le nuage sémantique qu'on a souvent, c'est déception, sentiment d'injustice, insatisfaction, colère, aigreur, raté, avoir raté quelque chose, l'attente, la notion d'attente, d'insatisfaction, de privation. Voilà, c'est tout ça. Alors on le voit, hein, c'est un univers sémantique qui est quand même pas très positif parce que, à part Élodie, j'ai rarement entendu le mot challenge ressortir. Et on est plutôt dans ce qu'on va appeler des sentiments un peu négatifs, des émotions négatives, des passions tristes, etc. Donc, c'est intéressant de l'explorer. Moi, je trouve toujours intéressant de ne pas être dans une forme, alors j'ai écrit là-dessus aussi récemment, de positivité systématique qui peut être toxique et qui peut invalider les sentiments des personnes. Donc là, l'idée, c'est de prendre les choses toujours, la face sombre des choses, et puis de se dire comment on va en effet rebondir, en faire quelque chose. Là, je suis vraiment dans l'aïkido, le judo, où on va prendre l'énergie de la difficulté pour en faire quelque chose. Alors, est-ce que mais je vous demande d'y réfléchir, puisqu'on n'est pas en interaction facile, est-ce que vous ressentez des frustrations? Et ça peut être au quotidien. Vous arrivez à la boulangerie, là, tout à l'heure, pour acheter votre sandwich. Et puis, vous pensiez pouvoir prendre 10 minutes pour acheter votre sandwich, 1 ou 2 minutes. Et puis, vous voyez qu'il y a 30… Nous venons à nouveau de perdre Isabelle. Je suis vraiment désolée. Le réseau ne fonctionne pas très bien sur Webikeo. Donc, elle va se reconnecter. Je vous demande d'être un petit peu patient et indulgent sur ces sujets-là. Notre administrateur nous a expliqué des trucs que, voilà. Alors, plus des informaticiens sont à même de comprendre. Voilà, donc je te laisse repartager parce que du coup, on a perdu ta presse aussi. Je suis désolée. Voilà, la presse est aussi… Alors, attends, je te donne les accès. Hop, alors, et voilà. ça doit être bon. Alors, j'y reviens, mon petit chat qui est bien mécontent. Voilà, donc là, vous On en ressentez… était à la boulangerie. À la boulangerie. On fait la queue. Voilà. Voilà, ça peut être un sentiment de frustration. On est sur une émotion qui ne va pas être très longue, et puis comme on va trouver peut-être d'autres solutions, on va regarder son iPhone, mais bon, une émotion. Est-ce que vous êtes quelqu'un plus largement de frustré? C'est-à-dire là, on est plus dans le sentiment. Alors, je vais très vite, un psychiatre vous expliquerait ça de façon beaucoup plus élaborée, mais dans quelque chose qui est, vous voyez, tous les matins, vous allez au travail et ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est pas le job de vos rêves, vos collègues sont pas ceux que voilà, pas à la hauteur de vos attentes, les tâches que vous faites sont ingrates, on est plus dans le sentiment. Et puis, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait un frustré de nature? On en connaît, et c'est des gens qui souvent sont dans un repli sur soi ou au contraire dans des colères assez problématiques. Voilà, et alors là, on est beaucoup plus sur du trait de caractère, et on voit bien qu'il y a toute cette dimension. On peut commencer par des émotions, les connaître de plus en plus souvent, et donc le sentiment, et puis devenir une personne chargée de frustration.
Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, la question qui se pose, c'est que dans notre société, la frustration, et c'est intéressant, est reléguée au rayon des sentiments interdits. C'est-à-dire que être frustré ou ressentir de la frustration, surtout si c'est assez courant, c'est être un incapable ou une incapable. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves, alors qu'on est dans une société, quand on veut, on peut. On a que ça comme récit, des acteurs, des influenceurs, des gens sur les réseaux sociaux, des coachs de vie. Mais oui, quand on veut, on peut. Il faut vivre une vie plus grande que soi, on y arrive toujours. Et puis on se rend compte, ben non, qu'on n'est pas capable d'atteindre ces fameux objectifs qu'on avait ou cette vie qu'on s'était rêvée. Et du coup, on est frustré, mais on est un incapable parce qu'on n'a pas réussi. Comme on n'a pas réussi à surmonter les échecs et à les rendre imprenants, hein, le fameux rebondir. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous des balles de caoutchouc, d'ailleurs personne n'est une balle de caoutchouc, et on ne sait pas forcément rebondir sur tous ces échecs, mais ça veut dire aussi qu'on est incapable de cette capacité qu'on nous, d'empowerment, de pouvoir d'agir, qu'on nous valorise énormément. Donc on rejoint, je dirais, la cohorte des ratés, ceux qui ruminent, qui sont incapables d'avancer dans la vie, voilà, qui sont résistants au changement. Et c'est quelque chose qui est, je disais tout à l'heure, invalidé. Ça fait partie de ces sentiments qu'on a du mal à reconnaître chez soi et puis qui sont porteurs de jugements de valeur négatifs chez les autres. Alors, on va quand même définir, ça c'est très important. La frustration vient du latin frustratio, comme souvent du latin, qui est l'action de mettre dans l'erreur, de tromper. Hein. On peut frustrer quelqu'un, hein. Ça peut être quelque chose un verbe d'action. On va le frustrer en lui tendant quelque chose et en lui retirant, en lui faisant une promesse qu'on ne va pas tenir, etc. Donc ça va jusqu'à tromper quelqu'un. Et puis de l'autre côté, c'est de la déception ou du désappointement. Et de façon plus générique, actuellement, on parle de la frustration comme un état, alors je vous ai dit émotions, sentiments, etc., d'un sujet, d'une personne qui se voit empêchée d'atteindre un objectif, de satisfaire un besoin ou de réaliser un désir. C'est ça la définition de la frustration. C'est important de bien de se le redire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours relative, cette frustration. Alors déjà, Tocqueville nous disait, c'est l'écart en ce qui peut être raisonnablement désiré et l'état de ce qu'on possède. Voilà, je voudrais avoir un salaire de 4 000 € par mois et j'ai 3 000. Je voudrais avoir un appartement avec 5 chambres et j'en ai 2. Voilà, c'est cet écart. Alors, quand on dit désirer, ça peut être quelque chose qui pourrait être possible, mais aussi quelque chose qu'on va rêver. Et la deuxième source de frustration, enfin, cette relativité qui peut suggérer, provoquer de la frustration, c'est la comparaison. C'est-à-dire qu'on va se comparer à son entourage ou en tout cas à des personnes qui nous servent de référence. Alors ça peut être, elle est plus belle que moi, il a il a la voiture que je voudrais, sa maison est plus réussie que la mienne, enfin est plus belle que la mienne, il a eu la promotion que je n'ai pas eue. Et c'est vrai que cette comparaison, qui était, je dirais, dans la société assez limitée, est devenue incommensurable, puisqu'on peut se comparer au monde entier, à des gens qui réussissent de façon absolument vertigineuse. Voilà, et là, ça devient un sujet de société qui peut être beaucoup plus porteur que ça ne l'a été jusqu'à présent. Alors, les éléments déclencheurs, j'en ai déjà évoqué quelque chose, c'est quand on est privé de quelque chose. Alors, privé, je n'ai pas eu droit à une prime, je n'ai pas eu droit à une formation. Alors, ça peut être, on m'a privé, c'est-à-dire, on l'a annulé. Voilà, tu pouvais aller en formation, mais on te l'a annulé. Tu as gagné, on t'avait payé un voyage, et puis en définitive, non, tu ne l'auras pas, etc. Ou inventé, c'est-à-dire je l'aurais mérité et je ne l'ai pas. Ça peut être du délai, quand on attend trop longtemps, ça peut être ce sentiment d'avoir par rapport au temps, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de ne pas avoir le temps de faire les choses, voilà. C'est la comparaison dont j'ai parlé. Ça peut être aussi ce qu'on appelle la dissatisfaction, c'est-à-dire qu'on vous a promis, par exemple, une maison de vacances avec
vue sur la mer, et vous vous voyez déjà en train de boire votre petit café du matin en regardant la mer et les vagues. Et puis en fait, quand vous arrivez, ben, il faut se pencher par la fenêtre pour avoir un petit bout de paysage maritime. Voilà. Et là, on est en décalage par rapport à la promesse. Et quand on y réfléchit, on est dans un monde où il y a beaucoup de promesses qui sont faites, je pense plutôt au monde du marketing, et qui nous amènent à être frustrés parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. C'est vrai dans le monde du travail, hein, les entreprises qui vous promettent l'inclusion, la diversité, la bienveillance, etc. Puis quand vous vous retrouvez dans le quotidien, c'est pas du tout ce que qu'on vous avait dit. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est quand on estime qu'on a un retour jugé insuffisant. C'est-à-dire, ben, j'ai bossé comme un malade et on m'a pas dit merci. Je me bouge, j'ai fait un super boulot, voilà, et mon manager est même pas capable de le reconnaître. Je mériterais ce retour d'une prime et je ne l'ai pas, etc. Donc, la notion d'absence de reconnaissance est aussi très importante et peut déclencher de la frustration. Alors, la frustration, ça oblige à sortir d'un complexe de toute puissance. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, qui a été beaucoup théorisé par les psychologues des enfants, et particulièrement Donald Winnicott. Et l'enfant tout petit a l'impression qu'il est tout puissant sur le monde, il contrôle tout, il contrôle ses parents, ce qui peut avoir des effets d'ailleurs très négatifs, hein, parce qu'avoir un événement négatif, par exemple avoir souhaité la mort de son père qui vous a disputé, puis malheureusement décès du père, ça peut être quelque chose de très très négatif. Mais en général, le complexe de toute puissance, c'est ça, je contrôle le monde, je contrôle mes parents. Et si ben, on n'a pas à un moment ou un autre quelque chose qui contient cette toute-puissance, eh bien, on continue, et c'est ce qu'on appelle des personnalités narcissiques. Or, la frustration, l'expérimentation de la frustration, eh ben, c'est commencer à sortir de cette vision complètement décalée de la toute-puissance. Et puis, la frustration va s'exprimer par des émotions qui sont en général un mélange assez complexe de tristesse et de colère. Donc, la tristesse parce que ben, je n'ai pas réussi, et la colère parce que ce n'est pas normal, que je n'ai pas ce que je voulais. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une grande variabilité des personnes. Il y a des personnes où ça peut aller jusqu'à mais vraiment la dépression, le repli sur soi, des colères énormes parce qu'on ne supporte pas le moindre frustration. C'est des personnalités narcissiques, voilà. Ça peut être la prise de psychotropes, voilà. Mais si on reste sur des choses qui sont un petit peu moins intenses, on va dire, parce qu'il y a des personnes aussi, tout leur glisse dessus comme la pluie sur les plumes d'un canard. Mais on dit que les femmes, enfin les études montrent que les femmes expérimentent plus de la tristesse et les hommes plus de la colère. Mais c'est ce mélange, vous voyez, qui va être l'expression de la frustration. Alors, comment on gère la frustration ? Alors, on a raté son match de tennis, on a raté son but, etc. Dans la vie, on essaie toujours de donner du sens à un événement qu'on ne comprend pas, à un événement qui ne nous convient pas, à un événement qui crée du malaise. Il y a deux grandes formes, et j'y reviendrai tout à l'heure. La première chose, c'est on externalise, c'est la faute d'eux. Voilà, le filet était trop haut, il pleuvait, voilà, c'est la faute d'eux. Mon patron est un imbécile, il est incompétent, mes collègues sont nuls, les clients sont... Voilà. Et puis, il y a la deuxième forme, c'est on internalise. Là, c'est les deux extrêmes du curseur. Je suis une grosse nullité, de toute façon, je ne sais pas faire, etc. Mais on voit bien que ça va impliquer de la dévalorisation. Alors, je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux rien. Et aussi des sentiments d'humiliation. Parce que la frustration, ben, c'est aussi, comme je l'ai un tout petit peu introduit tout à l'heure, du statut social. Voilà, je n'ai pas cette personne qui est capable de rebondir, d'avancer. Donc, on est un petit peu dans ces configurations avec l'expérimentation de la frustration. Alors, pourquoi on en arrive là et pourquoi c'est un vrai sujet sur lequel je pense qu'il faut travailler ? Et je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est dans le monde du management, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre à bras le corps. Je parlais hier avec des DRH et je crois qu'il y avait vraiment un consensus là-dessus. Le constat, c'est qu'on est dans une société du zéro frustration.
Alors, il y a depuis quelques, et c'est assez récent comme phénomène, depuis quelques décennies, on va dire la fin des années 60, etc. Alors, souvent en rejet d'une éducation beaucoup, beaucoup trop frustrante, hein, parce que trop de frustration, bah, ça annihile toute créativité, toute envie de se développer. Enfin, c'est très mauvais, hein, un enfant qui n'est éduqué que par la contrainte et la frustration, c'est absolument une catastrophe. Mais on a pris l'exemple, enfin, l'extrême inverse, qui est cette éducation hyper bienveillante, hyper permissive, dont on voit souvent bien des aspects. On parle actuellement du refus des enfants dans des wagons de train. Il y a eu toute une polémique là-dessus, dans les restaurants. Mais pourquoi? C'est pas les enfants qu'on n'aime pas, c'est la façon dont ils se comportent avec des parents qui sont incapables de leur dire mais arrête de courir partout, arrête de pleurer, enfin, de crier par la voix basse, etc. Et donc cette éducation hyper bienveillante, c'est basé sur l'absence de frustration. Les enfants ne sont pas exposés. C'est-à-dire qu'on veut tellement leur bien, on veut tellement qu'ils soient heureux, qu'ils n'ont même pas le temps de désirer qu'on va leur offrir le cadeau, la glace, voilà. Le monde de la consommation a procédé de la même façon. C'est-à-dire, c'est le tout de suite. Hein, c'est Uber, voilà, je commande et je me fais livrer et j'ai tout de suite, je ne supporte pas d'attendre. Voilà, le clic et la réception. Et ce monde de la consommation, il est dans cette promesse. Hein, vous aurez zéro délai, zéro attente, etc. Et puis, dans le monde du travail, il faut bien le dire aussi, cette obligation, cette injonction à la bienveillance, à la reconnaissance, qui pèse beaucoup sur les épaules des managers, et puis cette hyper promesse du bonheur au travail, l'épanouissement de soi, le développement de soi, le travail c'est du plaisir, etc., qui font que là aussi, on ne va pas connaître de frustration, on n'aura pas de tâches ingrates, on n'aura pas de travaux qui sont compliqués, on n'aura pas à affronter des gens ou un manager désagréable, etc. Donc une société du zéro frustration qui s'est construite petit à petit et qui risque de croître et embellir. Je pense bien sûr à l'arrivée de l'IA, avec beaucoup de choses que nous observons tous, qui sont déjà étudiées par des scientifiques, qui font que cette IA, alors par exemple assistant personnel, répond instantanément à toutes nos questions, toutes nos interrogations, pallie tous nos manques. J'avais cette discussion avec des étudiants il y a 2-3 jours. C'est vraiment, j'arrive pas à rédiger des mails, l'IA le fait. J'ai besoin d'une explication sur un château que je suis en train de visiter, j'ai la réponse. Et qui me sert de coach personnel. Je vois que beaucoup de chercheurs d'emploi qui utilisent l'IA comme des coachs personnels, avec une tendance qu'on va qualifier d'hyper-empathie, c'est-à-dire une sorte de bienveillance, tu as bien raison, avec des dégâts qui peuvent être dramatiques, on en a déjà parlé. Mais l'IA, c'est vraiment aussi le zéro frustration en termes de délai, de réponse, etc. Et de tu es le plus beau et la plus belle. Donc, on risque de continuer. Alors, comme toujours, ces passions tristes, ces sentiments négatifs, et ça, Mandeville, au XVIIe siècle, l'avait déjà écrit avec la fable des abeilles, et ben, c'est aussi ce qui va être recyclé dans notre société. Et la frustration est devenue aussi un marqueur sociétal. Alors, pensez au marketing, on a monétisé la frustration, par exemple avec les politiques de rareté. Toute l'industrie du luxe, de l'hyperluxe, se construit là-dessus. Le nouveau sac à main hyper luxueux, évidemment 2-3 Happy Few vont avoir le droit de le porter, la dernière montre aussi, mais vous allez être inscrit sur une liste d'attente. On monétise la frustration en faisant quelque chose donc, qui est recyclé, pour en faire quelque chose qui va permettre de valoriser encore plus un produit ou un service. Et du coup, ça renvoie à du statut social.
plus vous êtes dans un statut social élevé, moins vous êtes exposé à la frustration. Ben, vous avez droit, comme je disais, au sac à main de luxe ou au dernier ordinateur parce que vous avez un statut social élevé et on vous l'offre et on vous le donne. Mais regardez, vous avez la carte Gold, je ne sais pas, d'une compagnie d'aviation, ben, vous ne faites pas partie des Pékins qui sont sur la liste d'attente, enfin sur la file d'attente pour embarquer. Vous avez droit d'entrer tout de suite. Donc, il y a aussi ce marqueur sociétal de la frustration, et puis vous passez devant les autres, ah ben moi j'ai droit parce que je suis VIC, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte par rapport à ce phénomène. Alors dans le monde du travail, avec tout ce que je viens d'exposer, c'est un poison. Jalouser un collègue, regarder comment lui a eu une prime plus importante, pourquoi il a droit à la RTT, pourquoi mon manager ne répond pas. On imagine que la frustration mal gérée, pas gérée, empoisonne l'atmosphère et crée un climat qui peut être complètement délétère si on n'en fait pas quelque chose, et bien sûr je vais y venir. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que comme beaucoup de sujets dans le monde du travail, c'est un déni. On n'en parle pas. Le mot frustration n'existe pas. Et pour les raisons que j'évoquais, comment le travail, on est dans une entreprise où on cherche le bonheur au travail, où les gens s'épanouissent. Voilà, la réputation de l'entreprise dépend là-dessus. On ne va pas dire qu'on gère une bande de frustrés et qu'il va y avoir de la frustration. Donc on est là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise d'autres mots. Et la frustration dans le monde du travail, bah, ça va être plutôt de l'insatisfaction. On va plutôt parler d'insatisfaction. Et il y a pas mal d'études qui nous les montrent. Donc, j'ai pris une étude très bien faite de l'Institut Montaigne qui date d'avril 2025, qui est en ligne, qui, par exemple, sur les jeunes, donc nous dit que 66% des jeunes, donc 6 000 jeunes interrogés entre 16 et 30 ans, perçoivent un décalage entre leurs attentes et la réalité professionnelle, la fameuse dissatisfaction dont je parlais. Et c'est de la frustration, donc de la désillusion, qui touche davantage les plus diplômés, les formations universitaires généralistes que les jeunes issus de formations professionnelles. Moi, en tant qu'universitaire, je le vois beaucoup. J'enseigne à Sciences Po, j'enseigne dans des écoles de management. Voilà, on a fait Bac+5, on a fait prépa, on a fait l'école d'ingénieur. Et le job que j'ai, je m'attendais à beaucoup mieux. Et donc, c'est de la frustration, alors qu'on va appeler un peu différemment. Une autre étude, les Français au travail, au-delà des idées reçues, va nous donner un portrait du salarié insatisfait. Donc, un salarié qui est plutôt non-manager, qui a une ancienneté élevée et qui a une charge psychique élevée aussi et qui ne se sent pas soutenu par son manager. Donc là aussi, vous voyez un peu tous les marqueurs de la frustration dont j'ai parlé. Donc, on est sur des choses qui sont quand même très importantes et on pourrait multiplier les objets de frustration dans les organisations et dans les entreprises. Alors, du coup, on n'est pas équipé. On n'est pas équipé pour affronter un monde qui est de plus en plus perçu comme anxiogène, incertain, compréhensible. Vous savez tous qu'on parle de monde VUCA, de monde banni, et on n'est pas prêt à affronter le mur de la réalité. Ah ben oui, j'ai pas le job de mes rêves, ça fait 6 mois que je cherche un boulot, j'en ai trouvé un, et ben c'était pas celui. Ou alors au contraire, je continue à persévérer, comme m'a dit récemment un chercheur d'emploi, j'ai encore assez d'ego pour refuser. Isabelle nous a à nouveau quittés à cause de la connexion. Moi, ce que je trouve intéressant, et peut-être que dans les questions que vous nous poserez à la fin, ça sera de voir avec Isabelle justement comment le manager peut identifier ses sources de frustration de son équipe, parce qu'elle disait que certaines personnes ne se sentaient pas soutenues par le manager, donc a priori, le manager a un rôle là-dessus, mais j'aimerais bien savoir, par rapport à la variété des personnes qu'il peut y avoir dans les équipes, comment le manager peut trouver des solutions. Bon, on était en train de se poser des questions. Oui, là, je t'ai entendu. Je les laisserai pour la fin. Voilà. Mais je pense que oui, tout à fait. Tu continues à m'entendre quand tu as été déconnecté? Oui, je t'entendais. Super. Voilà. Donc, on moi, fait ça à la fin. Voilà. Merci. Je continue. Voilà, donc je disais, on n'est pas équipé, ben oui, je n'ai pas le salaire que je voulais. Et du coup, vous savez, on parle beaucoup particulièrement sur la jeune génération, et je ne rentre pas dans l'idée de génération, mais en fait, si on a été incapable, comme je disais, pendant toute son enfance, son adolescence et
voilà, d'expérimenter la frustration grâce ou à cause de parents trop bienveillants, eh bien, en effet, on n'est pas équipé. Alors qu'on voit très bien dans les études que les plus seniors, qui ont peut-être été élevés différemment et en tout cas qui ont subi pas mal de problèmes, qui ont dû affronter des choses, ils sont beaucoup plus heureux en fait. La courbe, ce qu'on appelle la courbe de la félicité, elle est bien meilleure chez les gens plus âgés que chez les plus jeunes. Donc en fait, ce zéro frustration permet le développement d'une très grande estime de soi. On est vraiment des gens, on a une très forte estime de soi, mais ne prépare pas à la résilience. Or, dans un monde chaotique, incertain, difficile, on a besoin d'être résilient. Alors, des enjeux de revaloriser la frustration, je reviens à un vieux test. Alors, je sais qu'il a été un peu contesté, mais il est quand même intéressant à raconter pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il est quand même très connu. C'est un test qui a été conduit en 1972 par Walter Mischel. Et je le rappelle, donc c'est des enfants qui sont très jeunes, ils ont 5 ou 6 ans, on les met dans une pièce, et l'expérimentateur arrive, ils sont assis sur une chaise, ils ont une table devant eux, et met sur une assiette devant eux, mais vraiment devant leur petit nez, un chamallow, cette gourmandise, enfin ce petit gourmandise très américaine, un très beau chamallow, très moelleux, etc. Et ils disent à l'enfant, écoute, tu fais ce que tu veux, ou tu peux le manger tout de suite, ton chamallow, ou tu peux attendre. Et moi, je vais m'en aller. Et quand je reviens, tu pourras, si tu ne l'as pas mangé, je t'en donnerai 2. Et l'expérimentateur s'en va. La caméra tourne, et là, vous avez des petites captures d'écran d'un enfant, mais qui n'en peut plus. Et c'est très amusant de voir ça. Des réactions, là aussi, très différentes les unes des autres. Est-ce que je mange, il se torture, est-ce que je mange ce chamallow, ou est-ce que j'attends que l'autre vienne, et je n'ai pas de timing, il ne sait pas trop quand ça va se passer, et là, j'en aurai 2. Alors, il y a ceux comme ce petit garçon qui vont dévorer, alors plus ou moins vite, se torturer plus ou moins, et puis il y a ceux qui vont résister. Et Mischel retrouve 15-20 ans après ces personnes, et le constat, avec des précautions méthodologiques, c'est que les enfants qui ont su résister et donc gérer leur frustration ont une vie professionnelle, une vie personnelle qu'on va, alors je vais très vite considérer comme plus réussie que ceux qui n'avaient pas su le faire. Voilà, donc il y a des enjeux forts de gérer, de savoir gérer très tôt sa frustration. Les psychologues nous disent, la frustration permet de nourrir la persévérance. Alors ça, les sportifs, je tombe 5 fois, 10 fois, là en ce moment c'est les Jeux Olympiques. Vous imaginez la force mentale de quelqu'un qui pendant 4 ans a préparé les Jeux Olympiques, puis pouf, 30 secondes après le départ, fait une chute, que ce soit au patinage artistique, au ski, enfin, etc. Ça permet de développer la créativité parce que on va chercher, si on arrive à gérer sa frustration, on peut chercher des alternatives, se dire qu'après tout, peut-être trouver une solution qui pourrait être un petit pas de côté. Et puis ça permet d'apprendre. Voilà, mes échecs, Élodie l'a dit, ça me permet, c'est Mandela qui disait quelquefois je réussis et quelquefois j'apprends. Voilà. Alors attention, on est bien dans l'idée d'objectif que j'ai qualifié, vous connaissez tous cet acronyme SMART, mais surtout le mot atteignable, parce que si on se met des objectifs beaucoup trop élevés, on va être dans une douleur émotionnelle, une douleur physique qui va être intolérable. Physique parce que on veut sauter un obstacle et puis on va peut-être, on a eu un exemple là, aux Jeux Olympiques récents, avec peut-être un ligament croisé qui n'existe plus, c'était peut-être se mettre un obstacle beaucoup trop important. Bon, enfin, c'est une championne et elle gère sa frustration d'être maintenant opérée. Mais vous voyez, et c'est bien le problème, c'est que plus vous avez une estime de vous-même forte, parce qu'on vous a dit que vous étiez quelqu'un de formidable, plus vous risquez de mettre la barre très très haut et du coup, encore plus avoir cet écart et que les frustrations soient plus grandes. Il y a un livre qui l'exprime très bien, c'est Romain Gary dans La promesse de l'aube, qui explique comment sa mère a tout misé sur lui, il le voyait, ambassadeur, il a réussi, mais il montre bien comment être dans le désir aussi de parents qui vous... Voilà, ça peut être extrêmement difficile. Alors, je vais avancer. Ce qui est important aussi, c'est de se connaître, comme toujours. Alors, il y a un vieux test de Saul Rosenweg, qui date de 1934, qui a énormément travaillé là-dessus. Et alors, c'est facile là aussi à trouver, je vous ai mis, c'est des petits sketchs
Je vous en ai mis un. Alors, vous avez par exemple une voiture, là, alors oui, c'est pas récent, hein, la voiture est pas récente. Excusez-moi de vous avoir éclaboussé, j'ai tout fait pour éviter la flaque. Quelle est votre réaction? Et vous avez comme ça 30 scénettes et vous devez écrire dans la petite bulle qui vous représente votre réaction. Ça peut être une personne qui a par exemple très grande devant vous au cinéma, qui vous empêche de regarder l'écran. Voilà, il y a 30 petites scénettes qui sont des situations et vous allez répondre. Et puis évidemment, il y a une évaluation ensuite de vos réactions. Et comme je l'avais un petit peu dit tout à l'heure, en fait, il y a 4 types de réactions. L'extra-punitif, c'est les autres. Eh ben oui, vous m'avez trempé, voilà, c'est votre faute, mon pantalon est mouillé, maintenant vous allez me le payer, etc. Voilà. Ça peut être l'intrapunitif. Oh, j'aurais jamais dû me mettre dans cette situation, j'aurais pas dû descendre sur la rue, etc. Ça peut être l'équipe. Ben oui, il y avait la flaque, vous avez roulé dedans, mais moi j'étais trop près, etc. Donc on partage le problème. Et puis ça peut être ce qu'on appelle la réaction impunitive. C'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a rien eu, c'est que de Je suis vraiment désolée de ces gros problèmes qu'a Webikeo ce matin sur les réseaux. Je vois qu'Isabelle, elle a le réflexe tout de suite, elle essaye de re-rentrer, donc c'est c'est plus que rapide maintenant, Isabelle. 3 secondes, c'est devenu un 3 secondes et réflexe. t'es déjà avec nous. Voilà. Et l'impunitif, c'est personne, c'est pas grave. Et je suis sûre que vous pouvez vous déjà, sans aller chercher bien loin, voir un petit peu comment vous réagissez. Alors, ça dépend aussi du contexte, ça dépend aussi de la personne en face, ça dépend de l'obstacle. Mais voilà, est-ce que votre tendance est plutôt c'est la faute des autres, c'est moi qui suis nul, ou est-ce que vous êtes capable de dire bah, on va trouver une solution ensemble, ou être mais non, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas voilà, éviter les sujets. Le déni, c'est jamais non plus la solution, mais je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Alors, il y a une échelle beaucoup plus récente qui s'appelle Harrington, qui a été adaptée par des auteurs français et qui va travailler justement cette échelle, alors qu'on appelle de la tolérance ou de l'inconfort. Alors, vous voyez, là, c'est pareil. On peut trouver ce test assez facilement, mais vous en aurez un extrait avec ces slides. Voilà. Quelle est mon intolérance aux contraintes? Je déteste faire des tâches qui me paraissent trop difficiles. Ah ouais, oui, ça me met en difficulté. Je déteste devoir faire quelque chose quand le cœur n'y est pas. Ouais, je fais les choses que quand j'ai envie. Je déteste devoir me forcer à faire les choses. Je déteste faire des choses qui impliquent toutes sortes de complications stressantes. Voilà. Donc, voilà, je n'aime pas les contraintes. Alors, moins on accepte les contraintes, plus on est dans des zones de frustration. Après, ça peut être l'insatisfaction, l'injustice. Voilà, je ne supporte pas de devoir attendre pour des choses que je voudrais immédiatement. J'avais demandé qu'on devait me livrer mon colis et il n'arrive pas, etc. Je n'aime pas qu'on agisse contre ma volonté. Je ne supporte pas que les autres empêchent d'avoir ce que je veux. Je ne veux pas supporter de me remettre en question alors que c'est les autres qui ont tort. Donc, vous voyez bien toutes sortes de questions par rapport à l'insatisfaction et l'injustice. Et puis aussi l'intolérance aux émotions inconfortables. Voilà. Je dois absolument me débarrasser de sentiments qui me mettent mal à l'aise. Il y a des pensées que je ne supporte pas. Voilà. Et vous voyez dans cette échelle d'Harrington, qui est, je trouve, très intéressante, toutes sortes de possibilités de vous tester, de vous confronter. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout du sujet, mais c'est toujours cette question de dire, mais moi, comment je me comporte, comment je suis, avec la position de parent, la position de personne vis-à-vis de mon compagnon, ma compagne, mes enfants, mes collègues, mes amis, et puis bien sûr au travail, en situation de management ou de manager. Voilà. Et ça permet de se dire, après tout, voilà, je déteste faire des tâches que je n'ai pas envie de faire. Voilà, pourquoi? Pourquoi et comment je peux faire avancer les sujets? Alors, c'est temps de dire comment on avance, Élodie, par rapport à ça. Alors, la première chose, c'est se prémunir de la frustration. Donc, comme je disais, se connaître. Ces tests que je vous ai proposés, il n'y en a pas beaucoup, c'est les seuls que j'ai retrouvés, peut-être d'autres, mais vraiment reconnus académiques peuvent
vous aider. Ensuite, du coup, accepter ses limites. Ben oui, en effet, je suis bon au tennis, mais je ne ferai jamais Roland-Garros. Je suis intelligent, mais je n'arriverai peut-être pas à avoir un concours d'entrée, je ne sais pas, dans une très grande école, et j'aurai peut-être une école plus moyenne, etc. Voilà. Accepter ses limites, c'est très important aussi. Ça ne veut pas dire se dévaloriser, mais se dire qu'il y a un moment, voilà, on n'est pas tous Jean-Sébastien Bach, Mozart, Federer, etc. Arrêtez de se comparer. Alors ça, c'est le poison complet, tout le temps se comparer aux autres. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus riche, qui sera plus joyeux, qui sera plus aimé. Et ça, c'est un poison terrible. Et puis, ne pas toujours chercher le meilleur. Alors, c'est vrai qu'on vous dit que ça fait partie de la grammaire du 21e siècle, mais il y a des fois, il faut se contenter de choses qui sont sympas, qui sont plus modestes, qui sont moins voyantes, moins. Voilà. Et du coup, on est beaucoup moins dans des zones de frustration. Ensuite, si vraiment on voit monter une situation de frustration, une attente, pas assez le temps, pas de reconnaissance, pas le salaire, etc. Enfin, vous imaginez, voilà. On va sentir monter en soi un malaise. Alors physiquement, ça se décrit, c'est souvent une tension musculaire. Voilà, il y a une manifestation physique de la frustration qu'on peut, suivant les personnes, une augmentation du rythme cardiaque, et qui peut amener, donc, ce que je disais, à une zone un peu de colère ou de tristesse, de repli sur soi. Donc là, il faut savoir identifier ces zones. On est dans la gestion des émotions, donc se détacher émotionnellement. Bon, on respire, on pratique le stop, c'est-à-dire voilà, en effet, ça ne me fait pas plaisir, en effet, là, ça ne va pas, je respire profondément, j'essaye d'évacuer cette émotion négative, je compte jusqu'à 20 pour utiliser mon cerveau beaucoup plus rationnel, je regarde autour de moi, voilà. Ensuite, je recadre cette frustration. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que je ne peux pas trouver une alternative? C'est là où on peut parler de créativité. Est-ce que c'est... voilà. Et puis, on va rapidement aussi se dire, peut-être que c'est justifié. Si j'arrive à être dans de la rationalisation, peut-être qu'en effet, il était meilleur que moi, il méritait plus que moi. Et puis, c'est une bonne nouvelle, après tout, que cette pâtisserie, il y ait 30 personnes. Ça veut dire que quand j'aurai réussi à avoir moi acheté, j'aurai le très bon gâteau, le très bon sandwich, etc. Voir les événements différemment. Après tout, je peux changer l'option que j'avais prise. Je peux me dire que je vais aller à la cantine de l'entreprise. Voilà, enfin se dire, et puis se mettre à la place de la personne. Vous voyez, par exemple, des frustrations, on peut les avoir beaucoup dans les relations clients. Voilà, cette caissière est une imbécile ou ce caissier est un imbécile, je suis maltraitée par la personne. Mais si je me mettais à sa place, peut-être que lui, ça fait 30 fois qu'il a un client qui se plaint, etc. Et puis, se concentrer sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que j'estime? Est-ce que, voilà. Et il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et là, ça renvoie quand même à sa boussole personnelle. On relativise. Donc voilà, c'est une façon de gérer ses frustrations. Alors, quand on est en situation de management, il va falloir manager les frustrations dont on vient de parler à titre plus personnel et de façon plus collective. Il n'y a pas 36 solutions, c'est valable dans l'éducation. Il faut créer des cadres. Il faut créer des cadres. Des cadres, c'est des chartes, c'est des règles de conduite, c'est des grilles, avec évidemment de la transparence. Voilà, le télétravail, dans cette entreprise, on a droit à 2 jours de télétravail, tel jour et tel jour, ou on a droit à une journée, les horaires, le respect des personnes par rapport aux malades, par rapport... On crée des chartes, on crée des règles, on crée des cadres qui peuvent évoluer. Alors d'abord, qui peuvent être construites avec des personnes qui vont les vivre, ça c'est idéal, qui peuvent évoluer, parce que ça serait complètement ridicule de garder des cadres, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que la vie évolue, parce qu'il peut y avoir des situations. Mais la règle en management, la règle est essentielle, elle repose. Elle permet justement aux personnes de savoir
où sont les limites, et justement de ne pas imaginer des situations qui ne sont pas possibles. On a le cadre et donc on ne rentre pas dans une zone de frustration. Donc, on construit ensemble, afficher, mais respecter. Le principe du management, comme le principe de l'éducation, c'est l'alignement et la cohérence. La règle, elle n'est pas faite pour ensuite servir le fait du prince. Ah ben oui, je t'avais dit que tu devais, si tu sors, rentrer à minuit. Non, c'est pas pour dire, ah ben mon chéri, oui, comme je suis gentil ce soir, tu as le droit de sortir jusqu'à 3 heures du matin. Ou un salarié, c'est que 2 jours de télétravail par semaine. Ah oui, mais comme je t'aime bien, ou ben, et créer des exceptions. Alors là, qui vont créer de la jalousie, de la frustration, etc. Donc, le cadre est essentiel, la règle repose. La deuxième chose, c'est être capable de rassurer sur les échecs et d'aider les personnes à voir comment on peut en faire quelque chose. C'est ce que disait Elodie en début. Oui, tu n'as pas réussi, tu n'as pas eu la prime, tu n'as pas eu la formation que tu voulais, tu n'as pas forcément les tâches que... Voilà, mais je suis là en tant que manager, et ça c'est la dimension coaching du management, pour t'expliquer pourquoi on en est là, et ça c'est... Voilà, je te rassure, c'est pas parce que tu as raté quelque chose que tu es une mauvaise personne. C'est toujours cette idée de distancier l'action de la personne. Ensuite, savoir dire non avec assertivité, savoir refuser. Le manager doit savoir refuser une RTT, savoir dire non à une prime, savoir voilà. Et ça, souvent, il fuit, il procrastine, il remet au lendemain, il dit oui à quelqu'un qui met la pression, mais il dit non à quelqu'un qui est un peu plus timide. Et puis, savoir dire non et montrer l'exemple. C'est-à-dire cette fonction d'exemplarité du manager qui assume ses propres échecs, sa propre vulnérabilité et qui, voire, les met en scène et montre l'exemple. Alors, du coup, ça veut dire savoir expliciter les différences de traitement entre les personnes. Ben oui, il a eu quelque chose que tu n'as pas, mais je peux t'expliquer pourquoi. Savoir renoncer. On avait bossé comme des malades pour un projet. Eh ben, il y aura un no-go parce qu'en fait, on ne va pas jusqu'au bout, on n'a pas eu le financement. Et j'assume en tant que manager de ne pas, le renoncement, ce qui est très frustrant. Et je le mets en scène et j'explique que moi aussi je suis frustrée. Je ne fais pas semblant d'expliquer des choses qui seraient l'extra punitif. C'est pas ma faute. J'assume ma responsabilité aussi. Et puis donner du sens. Donner du sens pour ne pas être dans la recherche de coupables, pour ne pas être dans l'humiliation d'avoir raté. Voilà, ça a du sens aussi d'être frustré parce que c'est de l'effort, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ne pas renoncer, c'est trouver d'autres solutions, etc. Donc la frustration, ça peut être, pour terminer, un levier. Ça peut être un levier pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, que ce soit au travail, que ce soit dans l'éducation, et évidemment, et je le dis toujours, quand arrive dans l'entreprise des adultes, avec toute une chaîne éducative, et c'est vrai que quand on arrive avec des jeunes adultes qui sont dans ces zones d'incapacité à gérer la frustration, eh bien, en effet, on a des salariés fragiles qui vont tout de suite botter en touche, qui vont vite être absents, qui vont se désengager. Voilà. Et donc, on peut devenir des humains, hommes et femmes résilients, si on arrive à transformer la frustration qui peut devenir un véritable bouclier. Donc, merci à Ingencia d'avoir permis de cette réflexion. Et je reviendrai peut-être à cette diapo si tu le souhaites. Oui, bien sûr, vas-y, continue. Voilà, mais je voulais terminer en disant, ça a peut-être été un peu court. Pour moi, ça a été frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus. Et ce qui m'a amusé, c'est que c'est ce petit chien qui est apparu quand j'ai fait, vous savez, les PowerPoint, de concepteurs PowerPoint, et en effet, qui aurait trop envie de la gourmandise, du sucre et tout, mais qu'on ne va pas lui donner parce que c'est très mauvais pour sa santé. Voilà. Et on a créé un cadre. C'est non. C'est non.
Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Je vais peut-être prendre, voilà, c'est le temps des questions. Si vous en Oui, avez, n'hésitez pas. Moi, je vais revenir sur un sujet le temps que les personnes se manifestent sur les questions. On a évoqué justement le fait que on était maintenant dans des éducations avec des parents tellement bienveillants que la frustration était bien moins partie prenante, on va dire, de l'éducation. Ah, mais du coup, Isabelle, mais elle continue à m'entendre, elle va se reconnecter. Moi, ma question, c'est que ça fait des années qu'on parle maintenant du management bienveillant. Est-ce que du coup, ce management peut potentiellement avoir le même effet sur les collaborateurs, puisque voilà, peut-être qu'on est tellement en tant que manager bienveillant qu'on va limiter finalement des risques de frustration des collaborateurs et on l'a vu, ça peut être potentiellement un levier si c'est bien managé. Donc voilà, c'est un peu cette mais c'est parallèle que je voulais voir avec tout toi. à fait exactement le même processus, c'est-à-dire que Ah mais si, je te vois moi. Ah mince, elle est repartie. Alors ça c'est bizarre. normalement, je suis Ouais, c'est revenue. bon, c'est toujours là. Je viens, je réapparais, je repars. Oui, oui, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que, alors d'abord, ça met une pression de malade sur les managers Mm. parce que c'est pas simple d'être bienveillant. Alors, ils en arrivent, certains. Vous savez, j'avais peut-être pas dans ces webinaires, mais je parle du manager poubélator, qui accepte tout Mm. et qui prend en charge énormément de choses de façon comment dire, décharger ses collaborateurs et qui va se retrouver en difficulté, lui, parce que bah, il prend tout sur ses épaules, parce que justement il se veut bienveillant et que les tâches ingrates, bah, après tout, c'est plutôt lui qui va les faire. Ce qu'on retrouve chez certains parents qui préfèrent débarrasser la table, faire le ménage, que de dire à leurs enfants, bah, tu laves ton linge, etc. Donc, on a cette pression. Et la deuxième chose aussi, c'est la promesse. Parce que il y a quand même des promesses faites par les entreprises pour avoir la bonne image, la réputation d'entreprise, qui créent ce décalage que j'ai montré alors un tout petit peu, mais qu'on voit dans ces études, où mon manager, c'est évident qu'il sera bienveillant, reconnaissant. Et j'attends de lui ça. C'est même pas une attente, c'est une exigence. Les tâches, les missions qu'on me donne, ben, c'est des missions qui doivent être valorisantes. Si je les ai pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, en effet, le management, c'est vraiment, on peut faire des parallèles complets. Et alors, évidemment, le même parallèle, et c'est ce que nous disait Winnicott il y a très longtemps pour l'éducation, il est hors de question de ne faire que de la frustration. Évidemment, on bannit le management autoritaire. Si tu n'es pas content, tu tires. De toute façon, tu vas faire que de balayer. Ce qu'on trouve encore, c'est toi qui tu es apprenti coiffeur, mais tu fais que balayer les cheveux. On te prend en stage, mais tu fais que le café. Et puis ça existe toujours. Voilà, voilà. Ça, c'est hors de question. C'est une question de curseur. Mais c'est vrai que cette hyper promesse de bienveillance en management, de reconnaissance, d'épanouissement, de développement de soi, voilà, elle fait partie, en effet, du zéro frustration, comme on a vis-à-vis des clients. Tout de suite, vous serez servi tout de suite, vous aurez voilà, zéro délai, zéro attente, zéro frustration, zéro. Et là, c'est une société qui s'est forgée depuis, on dirait, je dirais, une soixantaine d'années autour de ça. D'accord. Et du coup, comme là tu l'as évoqué, on va se retrouver avec des générations qui gèrent différemment la frustration parce que voilà, pas les mêmes éducations. Nous, c'est un thème sur lequel les entreprises nous sollicitent énormément, l'intergénérationnel pour les managers. C'est quoi ton conseil du coup? Parce que tu le dis bien que il faut essayer d'identifier les personnes qui gèrent plus ou moins bien les frustrations et dans une équipe. Est-ce que de créer des binômes entre les générations, ça peut aider? Est-ce que quand on n'a jamais été frustré dans sa jeunesse, on peut à un moment arriver à le gérer?
Bah, Est-ce que c'est rattrapable? bien sûr, enfin, de toute façon, le jeune, je lui souhaite de devenir vieux et de grandir. Donc, en effet, le mur de la réalité, c'est un peu comme le mur du son, hein, c'est invisible, et puis tout d'un coup, il y a un grand bang qui va se produire. Et là, le rôle du manager, mais c'est des jeunes ou des moins jeunes, hein, on ne va pas non plus caricaturer, mais bon, on va dire, c'est plutôt des personnes qui vont. Le rôle du manager, ça va être ce que je disais, de donner du sens, d'accompagner, de dire, bah oui, tu as un bac plus 5 et peut-être que ton école t'a promis des trucs pas possibles. Je l'entendais encore il n'y a pas longtemps, hein, des discours, enfin, on se demande encore comment on continue à avoir ce genre de discours. Mais c'est aussi ça, et donner du sens. Tu sais, l'effort, c'est important. On peut se réaliser dans l'effort. L'image du sport est souvent très bonne. Voilà, on ne réussit pas tout de suite. Et puis, c'est le désir, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose aussi qui construit. Enfin, voilà, on peut avoir un discours très intéressant. Je suis pas persuadée du tout que le vieux doit et quelqu'un, alors il a connu. Alors après, on peut être dans du storytelling et comme je disais, se mettre en scène. Alors je parle plutôt du manager, mais Ouais. voilà. Moi aussi, je suis frustrée par cette situation, mais voilà, j'en ai connu d'autres, et puis on s'en est sorti. Enfin, voilà, moi je crois beaucoup à raconter des histoires, à partager, et pas d'être dans le yaka foko, la solution où moi je sais et toi tu sais pas quoi. Euh, mais ça fait partie des données du management. Et c'est pour ça que je disais qu'une façon quand même de gérer les choses, parce que tout en management ne doit pas être géré en interface et en tête à tête, en une à une, comme on dit à Lyon, mais créer des cadres, créer des règles. Et là, on se réfère à la règle. Alors la règle, elle peut être la soft policy dans l'entreprise, des règles de l'entreprise, mais elle peut être aussi la loi, tout simplement. Il y a des choses qui sont interdites, il y a des lignes rouges, et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Donc ça, c'est très important aussi. Une entreprise qui n'a aucune règle, aucune charte, ou en tout cas qui ne les respecte pas, elle est source de frustration. On le voit très très bien dans toutes les questions de discrimination, par exemple. On va vous promettre l'inclusion, et puis, en définitive, il y a quand même une très très forte discrimination vis-à-vis de certaines personnes. Donc, je ne sais pas si le temps est écoulé, mais je crois que on a encore un souci de connexion. Ah, voilà, Elodie qui revient. Vraiment compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je retiendrai que le collectif peut faire quand même son effet sur la frustration quand tu parles de créer ce cadre et en effet de le partager avec l'équipe. L'exemplarité du manager, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais ça revient encore sur le tapis et je pense que c'est vraiment ce qui permet de guider aussi une équipe. Hein. D'avoir cette tu vois, Elodie, une chose toute bête. Moi, je me souviens, une de mes premières expériences professionnelles, pas la première, j'arrive dans un cabinet de conseil, on était tous doctorants, enfin, super tronches et tout. La première, il y a très longtemps, ça n'existe plus, mais la première chose qu'on me demande de faire, j'ai passé mon après-midi à faire des photocopies pour une formation qui avait lieu le lendemain. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là là, oh là là. Et le patron du labo est venu et il a passé un petit moment aussi à faire des classements et tout, pour expliquer qu'en fait, ça avait du sens d'avoir des bons supports. Vous voyez, c'est tout bête et j'aurais pu tout à fait y penser moi-même. Mais le fait qu'il y ait cet exemple de contribution, ça peut jouer aussi beaucoup. Et beaucoup de managers ne s'abaissent pas, entre guillemets. Non, mais ça c'est sûr. Et du coup, j'ai bien relevé aussi le fait de bien se connaître en tant que manager pour aussi bien accompagner ses équipes, dont les deux tests dont tu as parlé, qui sont Rosenzweig et l'échelle d'Harrington. Donc ça, je pense que chacun pourra aller chercher sur Internet pour retrouver ces éléments-là, parce que c'est vrai que plus on se connaît, mieux on est capable aussi d'accepter l'autre et de l'accompagner. Et je pense que ça aussi, c'est des règles importantes en management. Voilà, donc on vous a remis du coup le cadre d'intervention d'Igencia Pro Academy, donc qui fait partie du groupe Igencia Éducation. Nous, on accompagne uniquement les actifs, c'est-à-dire les salariés, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion. Et c'est vrai qu'on intervient sur des formations
management, donc voilà, modulaire ou certifiante et diplômante. Et sur certains parcours demandés par les entreprises, on fait intervenir aussi Isabelle, je vous disais, en masterclass pour aider les managers à faire ce pas de côté. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, comme d'habitude, grâce à Webikeo, ce live est en différé. Donc, vous pourrez le revisionner avec ce live en pointillé. Voilà. Et puis, je vous invite, je pense vous aurez un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Ça nous fait, nous aussi, nous améliorer au quotidien sur nos webinaires. Hein. Et un prochain webinaire qui aura lieu fin mars, ça sera sur justement tout ce qui est biais cognitif dans la prise de décision. Voilà. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. Nous n'avons pas eu de questions, mais bon, voilà, je pense que c'est parce que c'était extrêmement clair, Isabelle. Et puis, je vous rappelle également que Isabelle publie régulièrement des livres, dont le dernier, Devenez un vrai bon manager. À très bientôt sur Webikeo. Merci. Belle journée à tous. Au revoir. Normalement, nous devons